Bonsoir les gens, vous demandez sûrement pourquoi j'ai publié la vidéo avec la chanson des pirates, avec le masque de d'Anonymous ou de V pour Vendetta. C'est parce que je voulais en venir à cette vidéo, c'était un prélude où je voulais parler de la guerre ancestrale qui existe entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Alors, quand je parle d'extrême gauche et d'extrême droite, j'aimerais bien préciser parce que j'en parle pas de la même façon dont c'est connoté dans le cerveau des gens. L'extrême gauche dans le cerveau des gens, c'est le communisme en fait. Et l'extrême droite dans le cerveau des gens, c'est le racisme. C'est l'extrême droite. Hein. L'extrême droite dans le cerveau des gens, c'est le racisme, quoi. Voilà, c'est simplifié comme ça. Enfin, c'est même pas simplifié. On doit dire vulgarisé parce que c'est trop caricatural. Mais moi, je parle d'idéologie et pour moi, l'idéologie, elle transcende la politique parce que ça, ce sont des expressions politiques. L'idéologie, c'est ce qui est ancré en nous, dans le moi profond, dans notre génétique de croyance. Alors que la politique, c'est du théâtre, c'est de la comédie. On peut dire qu'on est quelque chose et sans le croire et on s'en fout en fait. D'ailleurs, François Hollande a dit qu'il était socialiste, puis il a donné 40 milliards au MEDEF, ce qui est pas du tout socialiste. Donc, si on va comme ça, bah moi je suis astronaute et je suis Mickey Mouse aussi. Voilà, je dis je suis qui j'ai envie et ça n'a plus aucun sens en fait. Non, il y a des marques idéologiques profondes et c'est ça qu'il faut essayer d'analyser pour comprendre les gens tels qu'ils sont vraiment et pas ce qu'ils montrent. Et donc, pour moi, dans l'idéologie qui transcende la politique, justement, il y a l'extrême gauche et l'extrême droite, depuis longtemps, et vous allez comprendre pourquoi. L'extrême gauche, c'est l'anarchie libertaire, et l'extrême droite, c'est le fascisme sécuritaire. Alors, l'anarchie, c'est, elle se concentre sur l'individu, en fait, donc c'est-à-dire qu'on surligne l'individu en dehors du collectif, et on veut se battre pour les droits individuels. Et donc on pense que l'individu est le plus important, donc c'est limite la volonté émane de l'individu. Donc Nietzsche était un anarchiste parce que lui il disait la volonté de puissance. Et donc ça va avec l'évolutionnisme. Les évolutionnistes pensent que on part de la particule et puis qu'après il y a une évolution vers un mieux, un peu comme le bourgeon de la fleur, puis la fleur qui grandit comme ça. Donc ça c'est l'évolutionnisme. Après il y a l'extrême droite, ce sont les fascistes sécuritaires. Eux, ils pensent que tout émane du haut, en fait, que c'est le haut qui a créé le bas, donc que c'est Dieu qui a créé les partis. Et eux, ils sont pour le collectif. Donc le collectif, ça représente Dieu. Et la partie disparaît, donc l'individu doit se fondre complètement dans la masse. Et il doit disparaître au profit du collectif. Il doit se sacrifier au profit du collectif. Et donc... il y a le traditionnalisme aussi, alors qu'à l'extrême gauche, on n'est pas dans le traditionnalisme, justement, on est dans le fait d'être contre les règles, etc. Donc maintenant que que j'ai présenté ça, euh, il y a une guerre ancestrale entre ces deux côtés. Et ce qui est nouveau, c'est que le capitalisme a compris que chaque côté avait raison d'une part et d'autre. Donc 50% chacun et 50% de tort chacun. Donc ça servait à rien de faire gauche et droite en fait, de se battre comme ça. Enfin, je vais expliquer ça après. Alors je vais commencer par parler de la Révolution française. Dans la Révolution française, on croit que c'est le communisme qui s'est battu contre le capitalisme. Mais en fait, on voit bien au ressort, enfin quand on ressort de la Révolution française qu'il n'y a pas eu grande avancée contre la pauvreté. En fait, c'est juste qu'il y a eu une révolution entre riches. En fait, il y a eu une guerre entre riches. Et donc, c'est la bourgeoisie qui s'est battue contre la noblesse. Alors, la bourgeoisie, ce sont les riches d'extrême gauche. Donc, ce sont des riches anarchistes. Et la noblesse, ce sont des riches d'extrême droite. Alors, quelle est la différence? L'extrême droite, ce sont des châtelains. Donc, ils vivent dans des châteaux. Ils sont héritiers de la chevalerie. Donc, être chevaleresque. Euh, donc, le chevalier, c'est celui qui monte le cheval. Mais c'est le traditionnalisme. Les chevaliers devaient respecter certains codes traditionnels, enfin traditionnalistes, pardon, traditionnels. Euh, et donc ils sont croyants aussi, ils vont très fort à l'église, les gens d'extrême droite. D'ailleurs, on peut dire que il y a la mafia aussi. La mafia, ça veut dire la famille. Et, donc c'est très important pour l'extrême droite, la famille, la patrie et tout ça. D'ailleurs, en Italie, c'est pour ça qu'il y a eu le fascisme qui est né là-bas avec Mussolini, parce que les Italiens
sont très fascistes, avec la mafia justement. Donc il y a le Vatican, où il y a toute la religion, et puis il y a la mafia italienne. Donc voilà, ils sont si vous prenez Mussolini, le Vatican et la mafia, vous avez que de l'extrême droite en fait. Donc ils sont hyper traditionnalistes. Enfin, pour que vous voyez un peu comment c'est. Ils sont hyper traditionnalistes et tout ça, hyper familiaux et tout ça. À l'extrême gauche, c'est plus, c'est autre chose. À l'extrême gauche, ils sont riches, donc ils veulent pouvoir faire ce qu'ils veulent de leur argent. À l'extrême gauche, vous allez, par exemple, avoir des écrivains qui étaient libertaires. Vous allez avoir le marquis de Sade, des bazars comme ça à l'extrême gauche. Vous allez avoir peut-être Voltaire, je pense. Donc des gens où vous allez avoir aussi des gens comme Benjamin Franklin qui était un libertaire aussi. Donc des gens qui prônent la liberté en fait. Et la liberté, bah, c'est d'abord l'individu et tout ça, mais ils sont riches, mais ils ont envie de faire ce qu'ils veulent. En fait, ils n'ont pas envie d'être assignés à des codes comme la noblesse, parce que la noblesse, il y a trois fourchettes, faut pas se gourer de fourchettes quand on mange. Il faut toujours être présentable, poli, il faut toujours voilà, être comme ça devant les gens. D'ailleurs, on a inventé le mot snob par rapport à ça, parce que snob, ça veut dire sans noblesse. Et snob, c'est l'insulte inventée par les nobles pour qualifier les bourgeois, en fait. Quand un noble croise un bourgeois, il dit ça, snob. Snob, il me snob. Snobber, c'est-à-dire prendre de haut et faire comme si la personne n'était pas là, pas la prendre en compte. C'est un manque de politesse. Et ça, c'est inadmissible dans le traditionnalisme. Ça peut coûter cher, même. À une certaine époque, ça coûtait cher de faire ça. Et donc, bon, avec le libéralisme, maintenant, bah, c'est plus soft. On laisse passer le fait que les gens transgressent des règles parce que, comme je l'ai déjà expliqué, les règles sont pas forcément absolues et justes et donc, parfois, il y a des règles à la con qu'on se fixe qui sont juste des manies et qui font que mettre des obstacles dans notre vie, en fait, inutile, quoi. Et donc, la bourgeoisie avait compris ça, c'est pour ça qu'elle était plus libertaire. Bon, vous voyez un peu maintenant, j'espère que j'ai bien planté le décor. Alors, donc les bourgeois contre les nobles, donc les bourgeois d'extrême gauche, les nobles d'extrême droite. Donc les nobles aussi, ils étaient monarchistes, ils étaient pour l'élu de droit divin, le monarque est élu de droit divin. Et si je parle des pirates, je fais vite une transition, mais je vais y revenir. C'est parce que dans Pirates des Caraïbes, d'où vient la chanson d'ailleurs, il y a Lord Beckett, et Lord ça veut dire seigneur, et Lord c'était un bras droit du roi en fait. Le roi il était le représentant de Dieu sur terre, et un Lord, un seigneur, il était le bras droit du roi. Alors, donc c'est des titres comme ça qu'il y a dans la noblesse, des titres honorifiques par rapport à Dieu. Et comme je voulais le dire par après aussi, il y a eu les anarchistes contre les fascistes. Donc ça, c'est plus à notre époque. C'est les anarchistes contre les fascistes. Bah, c'est plus les journalistes qui sont pour la liberté d'expression, qui se battent contre un État répressif, qui veut faire taire les gens et qu'ils obéissent aux règles sans poser de questions et voilà, sans parler, rien du tout. Et donc on l'a vu avec Hitler, qui était un fasciste et qui a fait exécuter les opposants politiques, les journalistes, etc. Euh, bah parce qu'ils étaient anarchistes et que ce sont ses opposés qui ne les aiment pas et tout ça. Et donc les anarchistes, ils sont contre Hitler. Vous pouvez demander à un anarchiste, est-ce que tu aimes bien Hitler? Vous allez voir tout de suite, non, pas du tout. Non. D'ailleurs, Hitler, si on va plus dans ma rose d'Avent que je présenterai plus tard, Hitler, plus précisément, était un capitalo-fasciste. Donc il était pour la propriété privée et pour la sécurité. Et malgré ce qu'il disait de lui-même, il se disait national-socialiste, mais on peut, comme je dis, on peut dire qui on est, enfin on peut dire ce qu'on veut de qui on est. Moi, je peux dire je suis Mickey Mouse, ça veut rien dire du tout en fait. Lui, il était capitalo-fasciste. Alors, son opposé politique, ce sont les marxistes. Et les marxistes, ce sont des anarcho-communistes, c'est-à-dire qu'ils sont pour la liberté, pour la répartition des richesses. Répartition des richesses s'oppose à la propriété privée, et la liberté s'oppose à la sécurité. Donc les marxistes étaient les pires ennemis des hitléristes. Voilà. Donc voilà, maintenant que j'ai dit ça, on peut repasser à la guerre ancestrale entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Il y a eu l'acquisition aussi, l'acquisition religieuse. Et puis il y a un film, hein, je ne sais plus le titre du film, mais avec le casting, vous allez très certainement retrouver. C'est avec Daniel Day-Lewis et Winona Ryder. Et c'est sur les sorcières de Salem. Alors effectivement, les sorcières, elles étaient libertines. Elles faisaient des cachotteries comme ça que la religion n'acceptait pas.
que l'Acquisition n'acceptait pas. Il fallait bien respecter les codes comme ça, il fallait bien aller à la messe et tout, et, euh, et pas pécher, et donc voilà. Et elles étaient dans le péché, et donc on les accusait de pactiser avec le diable, parce qu'ils pensaient avoir Dieu pour eux et que Dieu était leur absolu, donc forcément tout ce qui était opposé à eux était le diable. Donc comme elles s'opposaient à eux, elles étaient diaboliques, et elles pactisaient avec le diable. Et donc dans le film, on voit que pour s'en sortir, en fait, elles trouvent un subterfuge, elles font genre qu'elles parlent au diable, et que le diable, parce qu'elles sont plusieurs, et que le diable leur dit que qui a vendu son âme, en fait. Et donc ça intéresse l'Acquisition parce que eux, ils exécutent les gens qui ont vendu leur âme et tout ça. Mais ce qui est paradoxal, c'est que l'Acquisition boit les paroles des sorcières parce que c'est ce qu'ils veulent entendre, et ça c'est l'égocentrisme. Ils veulent entendre ça en fait. C'est une genre de perversion. Et ils ont une soif d'exécution en fait, bizarrement. Et ce qui est paradoxal, c'est de croire ses ennemis en fait. Donc les sorcières, elles disent ça et eux, ils les croient. Mais bon voilà. Donc dans le film, ils vont se mettre à exécuter plein de gens. En fait, tous les gens du milieu, ils vont les exécuter. Et il y a même John Proctor qui aime sa femme et qui a bon gars en fait. Ils font rien de mal. Mais Abigail Williams, qui est Winona Ryder, elle est amoureuse de John Proctor et elle n'arrive pas à la voir en fait. Et donc ça la fout en rogne. Elle aime pas qu'on lui refuse quelque chose en fait. Parce qu'elle est très égocentrique. Et donc lui se refuse à elle parce qu'il aime sa femme quoi. Et elle fait croire que c'est un mauvais et tout. Donc elle va faire croire qu'il a vendu son âme et tout ça. Et elle va d'abord le faire souffrir avant parce qu'elle va faire croire que sa femme a vendu son âme et donc on va exécuter sa femme et lui il va être bouleversé quoi, il va crier Dieu est mort et tout ça parce que l'Acquisition tue des innocents sous des prétextes fallacieux, sous des dénonciations calomnieuses et tout ça. Enfin, c'est affreux, c'est horrible, c'est un massacre dans ce film-là. C'est pour ça qu'avec Balance ton porc, j'en avais parlé en fait, parce qu'il faut faire attention des deux côtés en fait. Il faut faire attention aux dénonciations calomnieuses et aussi à la fausse défense de trucs qui se sont passés. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Bon bref, je m'écarte un peu du sujet entre la guerre ancestrale, entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Euh, ouais, je vais juste terminer pour dire la fin de ce film-là. En fait, Abigail Williams, elle va se barrer avec les autres sorcières pendant que les gens sont exécutés, comme ça, pendant que l'Acquisition regarde ailleurs. Et elle vient trouver John Proctor qui va se faire exécuter le lendemain et elle le nargue quoi. Et elle s'enfuit et puis pour finir lui il se fait exécuter quoi. Donc c'est vraiment un film dramatique. Et donc voilà. Donc ça, donc comme je l'ai dit, bourgeoisie contre noblesse, donc bourgeoisie extrême gauche, noblesse extrême droite, sorcière extrême gauche contre acquisition extrême droite. Ensuite il y a eu il y a eu les, les assassins contre les Templiers. Ça, on le voit dans Assassin's Creed, c'est bien montré. Les assassins, ce sont les hashichines, les fumeurs de hashish. C'est pour ça que les anarchistes, encore aujourd'hui, ils fument de la marijuana et tout. Donc, ça emmène dans le monde théorique et tout ça. Mais bon, voilà. Et alors que l'extrême droite est hyper réaliste, ils veulent les pieds sur terre et on pense à rien d'autre. Le, le système est tel qu'il est maintenant, il ne peut pas changer, il n'y a pas d'alternative. L'alternative n'existe pas. Ce qui est et demeure. Alors que l'extrême gauche, c'est tout est changeant, tout est imperméable, rien ne demeure. Tout est tout en même temps. Enfin bref, c'est un truc comme ça. Et donc les Hashishin, ils se battaient contre les assassins, ils se battaient contre les Templiers. Les Templiers qui étaient aussi religieux. Les assassins, comme c'était les Templiers qui gardaient l'ordre, et donc qui avaient les forces de l'ordre aussi à ce moment-là, ils devaient être discrets les assassins. Donc ils portaient des capuches et ils passaient dans la foule, ils assassinaient quelqu'un, puis ils partaient discrètement comme ça sans qu'on arrive à les repérer. Et, ça on le voit dans Assassin's Creed. Et, eux, il va y avoir des héritiers d'eux, ce sont les hackers, parce que les hackers d'aujourd'hui, euh, et ça va être avec enfin je vais d'abord parler des pirates. Les pirates et les assassins, c'est un peu la même chose. Dans Pirates des Caraïbes, il y a Lord Beckett. Donc lui, il représente l'État et il représente l'autorité, encore une fois. Et c'est l'État, à ce moment-là, contrôle les transactions des colons. Donc il transfère les marchandises d'un point à un autre par des bateaux. Et c'est là que viennent les pirates, parce que les pirates s'anarchisent de ce système de transaction, parce que le capitalisme existe déjà à ce moment-là. Le capitalisme industriel
va naître plus tard. Hein, c'est là où le capitalisme prend vraiment le pouvoir, c'est grâce à l'industrie. Mais il existait déjà avant, parce qu'il y avait déjà des empires, il y avait déjà eu des tentatives de monopole, etc. Donc, mais c'est à partir du moment où il s'industrialise qu'il accélère et qui prend un tournant, le capitalisme. Comme s'il y a un Tour de France, il y en a un, il fait une attaque comme ça et il prend les devants et il commence à semer les autres. Bah, c'est ce qu'a fait le capitalisme avec la révolution industrielle. Mais bref, il y avait déjà des transactions marchandes à l'époque des pirates. Et d'ailleurs, c'est l'histoire du capitaine Nemo, qui veut dire capitaine sans nom. Le capitaine Nemo de Jules Verne dans 20 milieux sous les mers. Il crée un sous-marin et il attaque les navires marchands. Pourquoi? Ben parce qu'il est contre l'arnaque transactionnariale. Euh, et ça, je vous l'ai expliqué dans une vidéo. Le transactionnaire, ce qu'il fait, c'est il s'occupe de l'échange entre le créateur de produits et le vendeur de produits. Et maintenant même, il paye des livreurs à bas prix aussi. Et il se fait une commission de fou sur cette transaction en ayant managé bah, comment dire, le transport du produit. Et ça existait déjà à cette époque-là, le transport des marchandises, c'était l'État capitaliste, parce que là c'était du capitalofascisme, qui récoltait les bénéfices de ces transactions. Donc les pirates, eux, ils se battaient contre ça, ils attaquaient les navires. D'ailleurs, chaque navire avait un étendard patriotique, donc le patriotisme c'est encore quelque chose d'extrême droite, et l'extrême gauche n'a pas de patrie. Donc les pirates, ils mettaient une tête de mort pour dire genre nous on n'appartient à rien, on n'a pas de patrie, on est apatride, etc. Donc on n'a pas de bannière. Et ils attaquaient sans identité les navires marchands pour s'accaparer les ressources et les redistribuer. Parce que ça, c'est la création du marché noir par les pirates. Euh, le transactionnaire, il se fait un gros bénéfice quand il s'occupe de la transaction. Alors, ce que le marché noir veut faire, c'est passer directement du créateur de produits au client, en fait. Et en prenant une petite commission. Donc c'est ce que faisaient les pirates. Les pirates, et c'est ce qui existe maintenant aujourd'hui, on appelle ça la tombée du camion. La tombée du camion, c'est aller directement chez le producteur, enfin chez le créateur de produits, et, euh, et faire la transaction soi-même en prenant quasi pas de commission. Donc ça casse à mort les prix et ça fait une concurrence vers le bas et ça détruit le capitalisme parce que lui veut se faire du bénéfice. Et si on fait une concurrence vers le bas, le capitalisme est obligé de baisser ses prix aussi en fait. Donc c'est pour casser le prix du marché qu'a été créé le marché noir au départ par les pirates. Et c'est ce que fait le capitaine Nemo aussi en fait. Il attaque les navires marchands avec le même but, c'est-à-dire lutter contre le transactionnariat abusif. Et c'était une manière de lutter aussi contre l'esclavage. Euh, et voilà. Et donc, ce que je voulais dire par rapport aux hackers d'aujourd'hui, qui sont les héritiers des pirates et des Hashishin, des assassins, c'est que eux, ils font ça par le net maintenant. On a vu ça aux États-Unis. Bah, il y a des transactions qui se font, des transactions bancaires, et les hackers, ce qu'ils font, c'est, ils s'en prennent, ils attaquent le transfert d'argent au moment où il se fait, et ils détournent les fonds. Et ils font comme les pirates, parce que les pirates, il fallait pas qu'ils se fassent repérer, donc ils se barraient, les assassins, eux, ils se barraient dans la foule, ils se fondaient dans la masse, les pirates, pareil, ils se barraient par la mer, et puis, enfin, je sais pas, ils essaient de trouver des subterfuges pour pas se faire attraper. Et les hackers, c'est ce qu'ils font, ils brouillent les pistes de manière informatique pour pas qu'on sache remonter jusqu'à leur localité, quoi. Et donc, voilà, il y a ça. C'est vraiment un combat ancestral où où on empêche chaque fois la dictature d'arriver en fait. Les anarchistes ils se battent contre la dictature. On le voit bien aussi par rapport au permis de construire. La politique dit bon, on construit telle maison à tel endroit de telle manière. Et, les anarchistes, il y en a, ils disent nous on va aller sur un terrain, on va construire, on est bon en architecture, on va construire notre cabane comme on a envie et tout ça. On est contre le permis de construire. Et donc vous voyez, ils aiment pas. Aussi le bio, il est né de ça aussi, d'une piraterie de la marchandise traditionnelle, parce que la marchandise traditionnelle, elle est faite à base de pesticides, et donc on fait des produits vraiment de basse qualité pour vendre beaucoup à la McDonald's, fast-food comme ça, et faire beaucoup d'argent en vendant de la merde. Et alors ceux qui ont fait le bio, ils ont dit, nous on va remonter le niveau
de la qualité de l'alimentation pour pas que les êtres humains soient en mauvaise santé, juste pour que d'autres fassent beaucoup de bénéfices. Donc ils ont inventé le bio, mais les capitalistes, ils essayent de tout racler. Alors ils vont essayer de s'accaparer le bio, hein. Mais bon, voilà, vous voyez un peu comment ça fonctionne en fait. Vraiment, en résumé, l'idéologie d'extrême droite, c'est vraiment tout est basé sur la sécurité. Le moi profond est basé sur la sécurité, et l'anarchie, le moi profond, il est basé sur la liberté. Donc, un anarchiste, si vous le privez de liberté, il va s'opposer à vous de toutes les manières possibles. Un fasciste, si vous le privez de sécurité, il va s'opposer à vous de toutes les manières possibles aussi. Et le truc qui est triste là-dedans, dans ces guerres ancestrales, et ça le capitalisme l'a compris par après, c'est que ça sert à rien en fait. Parce que quand on est au juste milieu, et on comprend que l'être humain, en fait, en tant qu'humain, encore plus essentiel que d'aller dans un de ces extrêmes, qui cherche déjà son essentiel dans soit la liberté, soit dans la sécurité, c'est que l'essentiel encore plus transcendant de ça, c'est qu'on a besoin des deux. Et la liberté et la sécurité ensemble, ça fait la justice. Et on a un manque de justice en nous. Tous les êtres humains ont ça. Parce que quand on va trop dans la liberté, imaginez la liberté, c'est je fais ce que je veux. Donc j'ai une multitude de choix. Imaginez, j'arrive et j'ai le choix. Je n'ai que le choix. Je ne sais plus quoi choisir. J'ai plusieurs routes comme ça, je ne sais même pas laquelle prendre. Donc je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais, je suis perdu en fait. L'excès de liberté, ça mène à la perdition. Dans la solitude, on expérimente la liberté vraiment, parce que on est perdu tout seul, quoi. On est là, on est tout seul, et ça, c'est vraiment la liberté, la solitude, vraiment. Euh, et quand on est comme ça, quand on se sent perdu, on a besoin de sécurité. Donc, comme on va trop dans un extrême, on retourne dans l'autre. En fait, on a besoin de sécurité tellement on se sent perdu. On a besoin d'une structure, de quelque chose qui nous dit, il faut que tu fasses ça, de quelque chose qui nous donne du sens, en fait. Vous voyez, donc quelqu'un qui va trop dans la liberté, il va avoir besoin de sécurité. Quelqu'un qui est trop dans la sécurité, c'est-à-dire on lui dit tout le temps, tu dois faire ci, tu dois faire ça, fais-le comme ça, fais-le comme ci, non pas comme ça, non mais fais un pas à droite, fais un pas à gauche, non mais respire comme ça, respire moins fort. La personne, elle va péter un câble. C'est comme si on lui mettait la pression qu'on compressait comme ça, elle va avoir envie de décompresser comme ça, et de reprendre son souffle et d'avoir de l'espace, parce que dans la solitude, on a beaucoup d'espace. Or, la pression, c'est le contraire de l'espace. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, c'est pour ça, dans la solitude, on est en dépression, parce que c'est le contraire de la pression. Il y a trop d'espace, et alors on se gazéifie carrément dans l'immensité de l'espace, et on se désintègre, on disparaît. Alors que là, on est trop concentré, il y a trop de pression, et ça se met à trembler avec la sécurité, comme ça, l'excès de sécurité. Et c'est pour ça, c'est con d'aller dans l'extrême ou l'autre, en fait, parce que c'est pas viable en fait. Quand on est dans l'excès de sécurité, il y a trop de pression et on va avoir envie de liberté, on va avoir envie de s'échapper, de s'évader et tout ça, et de voir un autre horizon plutôt que d'être séquestré, pressé et tout ça. Et quand on est dans l'excès de liberté, qu'on sait pas où on est, qu'on est là, qu'on est dans des espaces infinis et que qu'on se sent nulle part et tout, on va vouloir vraiment aller s'intégrer dans un collectif pour se faire cadrer, structurer, etc. en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est vraiment longue, elle fait bientôt 25 minutes. Et j'espère que ça vous aura apporté des clés de compréhension sur le fonctionnement de l'humanité finalement. Parce que c'est des choses... Il y a un peu de fiction là-dedans, hein, dans ce que j'ai raconté. Parce que forcément... tout n'a pas existé en tant que tel, mais il y a certaines métaphores, il y a des choses qui ont existé dans l'histoire. En fait, il y a des choses historiques et des choses plus métaphoriques dans ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Mais c'est pour vous ramener à l'essentiel de ce combat, en fait. Et donc j'espère que c'est ça, en fait, d'avoir compris le message que ça sert à rien d'être d'extrême gauche ou d'extrême droite, en fait, et qu'ils devraient se comprendre, ils devraient communiquer entre eux pour voir quelles carences ils ont chacun et qu'est-ce qu'ils cherchent l'un chez l'autre, parce que c'est ça qui est dommage. Et je vais terminer par ça, c'est une phrase que j'ai entendue, je sais plus où, et c'est dommage que j'ai pas l'auteur ni la référence, parce que ça craint, mais c'est pas de moi en tout cas, mais bon voilà. J'ai entendu, c'est ce qu'il y a triste dans une guerre, c'est qu'on se ressemble. Elle est magnifique cette phrase, ce qu'il y a triste dans une guerre, c'est qu'on se ressemble.
Et c'est vrai que l'extrême gauche et l'extrême droite, ils se ressemblent, mais ils le savent pas parce qu'ils sont dans le déni d'une moitié d'eux-mêmes. L'extrême droite, elle est dans le déni du fait qu'elle a besoin de liberté, et que c'est normal que les autres gens aient besoin de liberté, tout ça, que la société ait besoin de liberté pour respirer, tout ça. Et l'extrême gauche, elle est dans le déni du fait qu'il y ait besoin de sécurité, il y ait besoin de structure. euh, et pourtant, l'extrême gauche en a besoin aussi. Et c'est ce qu'elle va chercher aussi quand elle va en manquer. Et c'est ce déni qui crée les psychoses et donc les guerres. Et c'est dommage. Donc voilà. J'espère, je le répète, j'espère que ça vous aura plu et apporté quelque chose philosophiquement. Donc je vous laisse bonne soirée.